Le petit déjeuner politique. Et Sébastien, ce matin, nous recevons Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole du Rassemblement national, au micro de Christophe Bordet. Alors Sébastien Chenu, Macron dévoile son plan contre le séparatisme aujourd'hui. L'islam radical peut avoir peur ? Écoutez, je dirais que, un peu comme une hirondelle fait le printemps, les élections s'annoncent. Emmanuel Macron parle de communautarisme ou de séparatisme. C'est-à-dire que c'est gros ficelle. Vous croyez que c'est lié au municipal, vous ? Oui, il parlait d'écologie il y a quelques jours. Là, aujourd'hui, il nous fait le coup sur le communautarisme et le séparatisme. On voit bien que les élections arrivent. Et puis tout ça retombera. Vous savez, on a dû subir un débat qui n'en a pas été un, qui a été aussi vite enterré sur le terrorisme, sur l'immigration. Tout ça n'a jamais été suivi des faits. Il faut le savoir. Mais ça veut dire tout quoi ? Ça n'a jamais Macron, été c'est quoi ? C'est du blabla ? C'est de la communication. Macron, c'est du blabla ? Bien sûr, mais ce sont de grosses ficelles complètement ringardes qui sont, juste avant les élections, d'allumer les sujets qui fâchent dans le pays et qui ne seront surtout pas traités. Parce que M. Macron, il va à Mulhouse. Mais peut-être qu'à Mulhouse, il pourrait s'intéresser à ce qui se passe d'abord. Il y a une mosquée qui est en train d'être construite, financée en partie par le Qatar. Le Qatar qui héberge, comme on le sait, les frères musulmans. M. Macron pourrait déjà, en allant dans cette ville, et on va voir ce qu'il en dit, nous dire un mot sur cette création de mosquée, sur son financement. Alors le financement est suspendu, hein. L'État a mis le holà, donc pour l'instant... Mais on va voir, parce que, vous savez, M. Macron parle fort, toujours, fait de la communication, roule les mécaniques, puis derrière, il n'y a jamais rien. Or, s'il n'y a pas un arrêt, c'est l'étape numéro 1, un arrêt de la politique migratoire dans notre pays, de cette politique migratoire. Oui, mais ça vous le dites depuis des décennies. Mais parce que c'est le discours du Rassemblement national depuis des décennies. Rien de neuf sous le soleil. Rien de neuf. C'est notre discours, mais le problème, c'est que ce ne sont pas les solutions qui sont mises en œuvre par la classe politique actuelle. Le séparatisme, ce n'est que la conséquence du communautarisme, qui lui-même est la conséquence de l'immigration de masse. Alors tant qu'on ne règle pas ça, on ne règle rien. Le séparatisme, les mots ont un sens, c'est le mot qui convient aujourd'hui. Non, mais le séparatisme, on en est là. Non, mais le séparatisme, c'est la conséquence du communautarisme. Mais bien sûr que dans des tas de villes, mais on le sait depuis longtemps, le séparatisme existe. Vous avez des villes dans lesquelles il y a des maires qui sont en négociation permanente avec des associations douteuses. Je pense par exemple à la ville de Maubeuge, dans le Nord. Le maire va dans une association qui elle-même organise, un maire UDI, UDI soutenu par Macron, qui organise des manifestations réservées par exemple 100% aux femmes. Eh bien, tant que des gens accepteront cela, qu'il y aura des élus complices, que la République En Marche soutiendra des gens comme ça, eh bien, autant vous dire que son discours ne sera pas crédible. Bon, le président va présenter un plan de reconquête républicaine dans certains quartiers en termes de services publics, de culture, d'équipements sportifs pour ramener dans le chemin républicain ceux qui seraient partis voir ailleurs. Des équipements sportifs pour ramener les radicalisés dans le droit chemin de la République, des maisons France Service qui rassemblent les services publics. On ne peut pas dire, ça y est, Macron a compris. Il a compris qu'il faut qu'il y ait des services publics dans les quartiers pour que, hop, les gens se sentent à nouveau concernés par ce qui se passe chez eux. Dans leur quartier. Je ne sais pas si on peut faire plus ringard. Ça fait 30 ans qu'on nous raconte cette politique de la ville qui ne porte aucun effet. On va ouvrir des maisons de la jeunesse, on va caresser les gens dans le sens du poil, et comme ça, ils ne se radicaliseront pas. Non mais enfin, écoutez, c'est une plaisanterie. D'abord, une des premières propositions qu'il devrait faire, c'est fermer les mosquées salafistes. Gérard Collomb nous dit dans le pays, Gérard Collomb qui était quand même ministre de l'Intérieur, il y a à peu près une centaine de mosquées salafistes qui, tous les vendredis, déversent des torrents de boue sur notre pays, sur les valeurs qui sont les nôtres, sur les valeurs de la République. Fermons-les. Le problème, c'est que ce gouvernement... Non, mais il y a des fermetures. Il y a des fermetures. Par exemple, des écoles qui sont hors la République aujourd'hui ont été fermées ces derniers mois. 3 écoles et un collège. Non, mais attendez, par rapport au nombre, c'est une plaisanterie, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Il n'y a pas de volonté de s'attaquer à tout cela parce qu'ils ont la trouille. Parce qu'ils ont la trouille de mettre le feu aux banlieues. Parce qu'ils ont la trouille des réactions. C'est ça la réalité. Donc ça veut dire que si l'État a démissionné... Si demain vous arrivez au pouvoir, vous le Rassemblement national, vous aurez peur de rien, vous allez fermer les mosquées, vous allez fermer les écoles les mosquées radicales. Non, il faut être très précis. Oui. Les mosquées salafistes, les mosquées radicales. On ne va pas fermer les mosquées. Je pense que les mots doivent être précis. Oui, monsieur, d'abord parce que si nous arrivons aux responsabilités, ça voudra dire que nous avons une majorité de Français derrière nous qui adhèrent aux propositions que nous faisons. Or, dans les propositions que nous faisons, il y a évidemment la fermeture de ces mosquées salafistes. Si l'État a peur de ça, alors l'État ne fera rien. Or, ils ont la trouille. On le voit bien. Ça fait 2 ans et demi qu'ils sont là. Il ne s'est
rien passé. La demande d'asile, les demandeurs d'asile ont en 2019 encore explosé. Tant qu'on aura une immigration de masse, on aura du communautarisme qui conduira des gens... Souvent, ce sont des Français de 3e ou 4e génération qui aujourd'hui ne se reconnaissent plus en la France. Et ils sont français, monsieur Chenu. Ils sont français. Et qui trouvent leur raison d'être, où ça ? Dans ces mosquées salafistes, dans ces associations salafistes qui sont à travers le pays extrêmement nombreuses, qui pullulent. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'il va faire, M. Macron ? Il va couper un peu les vivres de tout ça ? Alors justement, le financement des mosquées par l'Algérie, le Maroc, l'Arabie Saoudite, le Qatar. Vous dites Macron doit y mettre fin. Sauf qu'on fait des affaires avec ces pays. On fait des affaires. Mais c'est tout Donc le problème. demain, si le Rassemblement national est au pouvoir, il n'y aura plus d'affaires avec ces pays. Non, mais c'est tout le problème d'ailleurs. C'est qu'au nom d'un certain nombre d'affaires qu'on fait, encore qu'on ne fasse pas des affaires avec tous les pays que vous avez cités, au nom des affaires qu'on peut faire avec certains pays, on accepte sur notre territoire de négocier ce que nous sommes. Alors il faut savoir, effectivement, négocier ce que nous sommes, négocier nos valeurs, vaut-il le fait de pouvoir faire quelques affaires sportives avec le Qatar ? Mais moi je ne le crois pas. Moi je crois qu'effectivement, si le Qatar a en échange des investissements qu'il peut faire dans un certain nombre de clubs sportifs, par exemple en France, eh bien si on doit en payer le prix à travers l'acceptation de négocier nos valeurs, de négocier la laïcité dans le pays, eh bien je pense qu'il faut y mettre un frein. Sébastien Chenu, une question simple. Travailler, c'est trop dur ? Non, je fais partie des 150 députés classés parmi les 150 députés les plus actifs. Ah bon ? Donc, non, mais moi je vous demande ça parce que vous n'êtes pratiquement pas venu, apparemment en tout cas, à la commission spéciale de l'Assemblée sur la réforme des retraites dont vous étiez membre. Alors je pense en tout cas, c'est ce que j'ai pu lire dans plusieurs journaux. Non, alors peut-être que les journalistes se trompent. Non, il ne faut pas véhiculer de fake news. C'est peut-être une fake news. Voilà. Je vous invite à aller voir dès ce matin les comptes rendus de l'Assemblée nationale qui feront part non seulement de ma présence mais de mes interventions à la commission des affaires sociales qui examinait les retraites, notamment la semaine dernière. Parce qu'apparemment Marine Le Pen disait c'est pas grave de toute façon parce que ça servait à rien. Pour le reste. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que je suis classé aussi parmi les 150 députés les plus actifs sur le nombre de questions écrites, de propositions de loi, etc. Il suffit de regarder le site de l'Assemblée nationale. Pour le reste, nous n'avons pas de groupe à l'Assemblée nationale. Donc nous n'avons pas le même temps de parole que les autres. Nous n'avons pas la même capacité d'expression. Cette capacité d'expression, nous la réservons à l'hémicycle. Alors cette commission sur les retraites, vous y étiez ou pas ? Bien sûr, il suffit de regarder le compte-rendu de l'Assemblée nationale. Vous aurez toutes mes réponses et vous aurez toutes mes interventions. Bon, combien d'amendements de la part du Rassemblement national contre la réforme des retraites maintenant qu'elle est à l'Assemblée ? Environ 170, des amendements à la fois de retrait et des amendements de contre-proposition. Nous, on a fait les choses sérieusement, c'est-à-dire que nous n'avons pas cherché à bloquer institutionnellement les débats, mais nous avons fait des amendements de retrait pour dire que cette réforme, elle était mauvaise et qu'il fallait la retirer. Donc sur chaque article, nous proposons le retrait, mais nous avons fait aussi des amendements de proposition pour montrer qu'il y avait un autre chemin qui était possible. Alors, c'est quand même beaucoup moins que la France Insoumise. Oui, mais enfin, c'est pas un concours. Bah non, mais attendez, la France Insoumise, 23 000 amendements, les communistes, 17 000. Là, au moins, ça sert à quelque chose, ça freine les choses. Je ne sais pas si ça 170, sert à quelque ça chose. freine rien du tout. Mais je vous l'ai dit, chacun fait avec les moyens dont il dispose. Nous n'avons pas, évidemment, la même capacité d'action parce que nous n'avons pas de groupe à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, si nous avions autant de députés qu'eux, alors que nous représentons beaucoup plus d'électeurs, on pourrait faire beaucoup plus de bruit probablement. Mais nous avons tenu à faire notre rôle. Maintenant, cette histoire de temps passé à examiner ce projet de réforme des retraites, moi je crois qu'il n'y a pas d'urgence. Le gouvernement dit il y a l'obstruction, etc. Oui, on peut imaginer qu'il y ait de l'obstruction. Elle est revendiquée d'ailleurs par nos collègues de la France Insoumise. Mais est-ce qu'il y a une urgence à examiner ce projet de réforme ? Est-ce qu'il faut absolument, puisque c'est si important... Là, il y a 15 jours, pas plus. Mais ce sera probablement davantage. On ne peut pas examiner autant de milliers d'amendements en 15 jours, sérieusement. Moi, je pense bref, la vraie opposition à l'Assemblée, c'est pas vous, c'est la France Insoumise. Mais la vraie opposition en France, c'est nous. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on demande aux Français de voter, c'est nous. Et je vous rappelle que la dernière fois... c'est qui la vraie opposition à l'Assemblée ? Numériquement, aujourd'hui, nous sommes inférieurs. Dans le travail au quotidien. Nous sommes inférieurs numériquement, mais je vous rappelle que si la proportionnelle existait, ce qui est notre demande, nous serions beaucoup plus de députés. Alors, je pense que ça pose un autre problème démocratique qui est celui de la représentativité. D'ailleurs, si on va par là, les députés macronistes sont ultra majoritaires à l'Assemblée nationale et ils portent une réforme qui est ultra rejetée par les Français. Donc, vous voyez, tout ça est un petit peu plus compliqué que ce que vous annoncez. Sébastien Chenu, Piotr Pawlenski, ce réfugié politique russe qui a diffusé la vidéo de Benjamin Griveaux, déféré au parquet hier soir avec sa compagne, présenté à un juge ce matin. Il faut le mettre dans un avion direction la Russie ?
Ah bon, en tout cas, ça pose la question sur le droit d'asile de cette personne. Est-ce qu'il faut le renvoyer chez lui? Vu les actes de délinquance dont qu'a pu connaître cet individu, je ne pense pas uniquement à cette affaire Griveaux. Il avait incendié des locaux de Banque de France, il s'est visiblement battu avec des gens à coups de couteau lors de la Saint-Sylvestre. On n'a pas besoin de demandeurs d'asile de ce genre-là. Mais ça pose la question, est-ce que si on renvoie Piotr Pawlewski pour des faits délictueux, est-ce que ça doit aussi s'appliquer à tous ces autres demandeurs d'asile qui se comportent mal dans notre pays? La presse quotidienne régionale regorge de faits divers où on nous explique en tout cas, dans cette affaire, certains élus de La République En Marche disent qu'il faut qu'il soit renvoyé chez lui. Oui, bien sûr, mais ça veut dire que sur les demandeurs d'asile, moi je pense qu'un demandeur d'asile qui commet une infraction dans notre pays doit retourner là où il vient, de là où il vient. Sur l'affaire Griveaux, permettez, ça pose, je pense, deux problèmes de fond. Le problème de la vie privée, de l'atteinte à la vie privée. Moi, je considère qu'on n'élit pas un curé. On ne cherche pas à savoir si M. Griveaux se comporte bien dans sa vie privée. Et donc, il n'a pas été léger, Griveaux. La frontière, non, mais la frontière doit être entre la vie privée. Mais ça, après, chacun a son appréciation. Ouais. Et je pense que beaucoup de Français, d'après les sondages, ont considéré qu'il avait été léger. Il était ministre, quand même. Ça, c'est la vie privée. Et je pense qu'il doit y avoir une frontière intangible. Mais surtout, ça pose aussi un autre problème, qui est celui d'Internet. Et je ne voudrais pas que ce soit le prétexte à refermer les réseaux sociaux et Internet. J'entendais une députée En Marche hier qui disait finalement, est-ce qu'on ne devrait pas interdire Twitter ou les réseaux sociaux ou que sais-je? Enfin, si c'est ça la réponse, c'est un non-sens absolu. Il n'y avait pas d'anonymat. La vidéo, elle n'était pas frauduleuse. L'anonymat n'existait pas. La personne qui l'a diffusée l'a même revendiqué. Donc, c'est pas une histoire de réseaux sociaux. C'est une histoire de protection de la vie privée. Ça va surtout être une histoire de corne-cul à la fin. C'est bien possible. Enfin bon, bref. Dernière question. Ingérence russe, c'est ce que dit le président de la République. Il n'y a aucune preuve pour l'instant. D'ailleurs, les enquêteurs ne trouvent absolument aucune preuve pour l'instant, pour être clair. Mais j'ai envie de dire, s'il y a eu une ingérence russe, ça doit vous réjouir quand même, parce que le Rassemblement national est proche de Poutine, de la Russie. Vous avez obtenu de l'argent de la part de la Russie il y a quelques années, en 2014. Non, vous dites des choses qui sont fausses. D'une banque russe, parce que nous n'avons aucune banque française qui n'a accepté de nous prêter. C'est pas de la Russie. Et on paye des taux d'intérêt qui, sincèrement, font pas envie. Moi, j'aimerais qu'Emmanuel Macron sorte de son complotisme, qu'il arrête d'imaginer qu'il y a des États qui essayent de lui tendre des pièges. D'ailleurs, il ne dit pas toujours ça sur la Russie. Un coup, il souffle le chaud, un coup, il souffle le froid. Je croyais que dernièrement, et j'avais pu en témoigner dans les médias, il avait souhaité des relations apaisées avec la Russie, des relations commerciales multiples, des relations diplomatiques apaisées. Là, aujourd'hui, il est quasiment en train de les insulter, ou en tout cas de faire preuve de complotisme. Moi, je crois que M. Griveaux, le président, là ? Non, mais il est surtout illisible dans sa politique diplomatique. On ne comprend absolument pas avec qui il veut travailler, sur quelle base, quand, comment. Moi, je pense que dans cette affaire-là, M. Griveaux est probablement tombé dans un piège tendu par ces deux activistes, hommes et femmes, qui l'ont honteusement piégé. Voilà. Dernière question avec Cécile de Minibus. Oui, moi je vais vous parler de harcèlement scolaire, puisque 700 000 enfants, c'est le nombre de victimes de harcèlement scolaire. Et pourtant, le harcèlement scolaire n'existe pas dans le code pénal. On est à la veille des municipales. Est-ce que ce n'est pas un sujet, justement, dont il faut débattre à l'Assemblée ? Vous avez raison, c'est un vrai sujet. Moi, je pense qu'il y a deux leviers pour pouvoir s'emparer de ce sujet. Probablement, effectivement, revoir la loi. Vous le disiez, c'est un délit qui n'existe pas. Et puis, je pense que localement, et ça fait partie des propositions que font souvent les candidats du Rassemblement national, c'est d'avoir des policiers référents par rapport aux établissements scolaires. Nous, c'est ce que nos candidats proposent dans le Nord, d'avoir des policiers qui soient référents et qui soient des interlocuteurs formés, évidemment, pour les familles et pour les personnels scolaires sur ces sujets-là. Je pense que c'est important parce que ça se règle évidemment par la loi, par la sanction, mais ça se règle aussi beaucoup par le dialogue et par la détection de ces problématiques-là au niveau local. Mais est-ce qu'il ne faut pas pousser un peu, parce qu'on a l'impression que ça n'intéresse personne en fait? Si, ça intéresse. Moi, je n'irai pas plus loin parce que je sais qu'on est soumis à des réserves de temps de parole. Ça figure, par exemple, dans mon programme municipal. Ça figure dans le programme municipal de beaucoup de candidats parce que nous avons été interpellés localement par les habitants qui nous ont parlé de ces problèmes de harcèlement scolaire. C'est un problème de vie quotidienne. Et lorsqu'on est, comme nous le sommes, en tout cas comme je le suis, un député sur le terrain, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas parce que les familles vous en parlent. Nombre de gamins sont harcelés et les réseaux sociaux, pour le coup, multiplient ce type de harcèlement scolaire. Sébastien Chenu, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, député du Nord et porte-parole du Rassemblement national. Et dans quelques instants, on reviendra sur les imams d'Europe qui sont réunis à Paris pour la lutte contre la radicalisation. Restez avec nous, il est 7h56, c'est le Grand Matin Sud Radio. 5h-10h,
Le Grand Matin Sud Radio.